La boussole tremblait dans sa main. Marc Valois regardait l'aiguille osciller, incapable de trouver le nord. Autour de lui, les sapins se ressemblaient tous. Même écorce rugueuse, même mousse verdâtre sur les troncs. Il était 17h20. Le soleil déclinait entre les branches. Et pour la première fois en 20 ans de randonnée, Marc Valois était perdu. C'était le 8 mai, massif des Vosges, secteur du Haut-Nec. Marc, 42 ans, ingénieur en informatique, avait prévenu sa femme Sandrine. « Je pars faire le circuit des crêtes, retour vers 19h. » Un parcours classique, 15 km, niveau intermédiaire. Il l'avait déjà fait 3 fois. Mais cette fois, il avait voulu prendre un raccourci. Une sente mal balisée qui promettait de gagner 40 minutes. Erreur. 19h30, Sandrine commence à s'inquiéter. Elle appelle le portable de Marc. Une sonnerie. 2, 3. Messagerie. Elle se dit qu'il a peut-être du retard. Les randonneurs sous-estiment souvent les temps de parcours. Elle attend. 20h. 21h. L'angoisse monte comme une eau froide dans sa poitrine. 22h15. Elle contacte les secours. Le PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, prend l'appel. L'adjudant Keller pose les questions d'usage. Itinéraire prévu? Équipement? Expérience? Conditions médicales? Sandrine répond mécaniquement. Marc est expérimenté. Il a une veste polaire, de l'eau, des barres énergétiques, une lampe frontale. Pas de traitement médical. En bonne santé. Mais il fait nuit maintenant. Et les températures chutent à 4 degrés en altitude. 23h. La première équipe part. 4 sauveteurs. Lampes puissantes. Ils connaissent le secteur. Commence par le circuit classique. Crie son nom. Marc. Marc. L'écho se perd dans la forêt. Il progresse lentement. Inspecte chaque bifurcation. Cherche des traces. Se mêle dans la boue. Branches cassées. Rien. 3h du matin. Aucun signe. Le périmètre est élargi. L'hélicoptère ne peut pas décoller de nuit dans ces conditions. Trop dangereux. Ils attendent l'aube. Sandrine ne dort pas. Assise dans la cuisine, elle fixe son téléphone. Comme si la force de son regard pouvait le faire sonner. 6h, lever du jour. L'hélicoptère Dragon 88 décolle. Caméra thermique embarquée. Il survole la zone en quadrillage systématique. Les sauveteurs au sol sont maintenant 20. Bénévoles du club alpin, pompiers, gendarmes. Ils ratissent, mètre par mètre. Le chien de recherche, un berger belge nommé Oslo, renifle un vêtement de Marc. Il tire sur sa laisse, s'élance. Direction est-sud-est, zone hors sentier, dense, difficile. 9h40, Oslo s'arrête près d'un ravin peu profond. Aboie. Les sauveteurs accourent. Au fond, partiellement dissimulé par des fougères, un sac à dos, bleu foncé. Le sac de Marc. Il est ouvert, contenu dispersé, gourde vide, emballage de bar, carte topographique déchirée. Mais pas de lampe, pas de téléphone, pas de Marc. Keller examine les lieux. Le sol est perturbé, traces de glissade dans la pente. Marc a dû déraper, tomber, perdre son sac. Mais où est-il allé ensuite? Les chiens reprennent la piste. Elle mène plus profond dans les bois, puis s'évanouit près d'un ancien chemin forestier. Exactement comme une piste qui s'arrête net. Midi, conférence de presse. Le commandant du PGHM, le maire de la commune. Marc Valois, 42 ans, porté disparu depuis 19h. Les recherches se poursuivent, toute information est capitale. Le visage de Marc s'affiche sur les écrans, souriant. Photo prise lors d'une randonnée précédente. Sandrine est à côté du commandant. Elle ne pleure pas encore. Elle est dans cette zone étrange où le cerveau refuse la réalité. Les jours passent, 3, 5, 7, 150 personnes mobilisées, drones, hélicoptères, chiens, plongeurs qui inspectent les lacs de montagne, spéléologues qui vérifient des grottes connues. Rien. Marc Valois s'est volatilisé. Jour 10. Les recherches actives sont réduites, les équipes sont épuisées. Les moyens ne peuvent pas être maintenus indéfiniment. Sandrine refuse d'accepter. Il est vivant, je le sais, il attend qu'on le trouve. Mais les statistiques sont implacables. Après 10 jours en montagne, sans équipement, les chances de survie sont quasi nulles. Les théories émergent. Chute mortelle dans une crevasse non répertoriée. Crise cardiaque, hypothermie, attaque d'un animal, bien que rare dans la région. Fugue volontaire, même si rien dans la vie de Marc ne suggère cela. Chaque hypothèse est explorée. Chaque hypothèse mène à un vide. Jour 20. Les recherches officielles sont suspendues, classées en veille.
Cela signifie que si de nouvelles informations apparaissent, les équipes interviendront. Mais il n'y a plus de battue quotidienne. Sandrine continue seule, avec des amis, des bénévoles. Elle arpente les sentiers, distribue des affiches. Avez-vous vu cet homme? Les randonneurs secouent la tête, désolés. 1 mois, 2 mois, l'affaire glisse hors des médias. D'autres drames prennent le relais. Sandrine maigrit, cerne profond. Elle ne retourne pas au travail. Comment pourrait-elle? Son mari est quelque part, vivant ou mort, elle ne sait pas. Et c'est cette incertitude qui la dévore de l'intérieur. Le 12 juillet, 65 jours après la disparition, un groupe de spéléologues amateurs explore une zone rarement visitée, à 8 km du dernier point connu de Marc. Ils cherchent de nouvelles cavités. Le karst vosgien est truffé de réseaux souterrains, certains non cartographiés. L'un des spéléos, Laurent Mercier, repère une fissure dans la roche, étroite, presque invisible sous la végétation. Il s'approche, éclaire l'intérieur avec sa lampe. Un puits vertical, 3 mètres de profondeur environ. Rien d'exceptionnel. Mais au fond, quelque chose brille. Un reflet métallique. Laurent descend. Baudrier. Corde. Il touche le fond, récupère l'objet. Un téléphone portable. Dans une coque étanche. Il l'examine. Écran fissuré mais appareil intact. Il appuie sur le bouton d'allumage. Miracle. Il s'allume. Batterie à 2%. Écran de verrouillage. Photo de fond d'écran. Marc et Sandrine. Ensemble. Souriant. Laurent sent son pouls s'emballer. Il crie vers le haut. « Appelez les secours, j'ai trouvé quelque chose !» Ses collègues remontent immédiatement, contactent le PGHM. Keller reçoit l'appel à 15h20. Il mobilise une équipe. 15 minutes plus tard, ils sont en route. 16h, les sauveteurs arrivent sur place. Laurent leur montre le puits, explique. Keller prend le téléphone, le protège. C'est une pièce à conviction maintenant. Mais surtout, c'est un indice. Si le téléphone est là, Marc est peut-être proche. Mort ou vivant. L'équipe inspecte les alentours. La zone est accidentée, chaos rocheux. Ils progressent avec précaution. Oslo, le chien, est amené sur place. Il renifle le téléphone, part immédiatement, direction nord-ouest. Il slalome entre les rochers, s'arrête près d'un éboulis, gratte furieusement, aboie. Les sauveteurs écartent les pierres, découvrent une ouverture, plus large que le puits précédent, un gouffre naturel. L'entrée est partiellement obstruée par l'éboulis. Récent? Impossible à dire. Keller se penche, éclaire. Le faisceau de sa lampe plonge dans le noir. 5 mètres, 10 mètres. Au fond, quelque chose bouge. Ici, il y a quelqu'un. 2 sauveteurs descendent en rappel, rapidement, professionnellement. Ils touchent le fond, une cavité, 4 mètres sur 3, humide, froide. Et recroquevillé contre la paroi, Marc Valois. Barbe longue, visage émacié, yeux enfoncés, vêtements en lambeaux, mais vivant, conscient. Marc Valois, sauveteur s'approche doucement. Marc tourne la tête, lentement, comme si chaque mouvement demandait un effort surhumain. Sa voix est un murmure rauque. Vous êtes réel? L'équipe médicale descend. Évaluation rapide, déshydratation extrême, hypothermie modérée, perte de poids massive estimée à 20 kg, plaies multiples, fracture possible du poignet gauche. Mais il est vivant. Après 65 jours, sous terre. L'extraction prend 2 heures. Marc est sanglé sur une civière, hissé mètre par mètre. Quand il émerge à la surface, la lumière du jour le fait grimacer. Il ferme les yeux. Trop violent, trop soudain. Les secouristes le couvrent, le stabilisent. Hélicoptère médical en approche. Sandrine est prévenue. Elle s'effondre, pleure, rit, crie, tout en même temps. Elle est conduite à l'hôpital de Colmar. Marc y arrive 30 minutes plus tard. Quand elle le voit sur le brancard, elle ne reconnaît presque pas son mari. Ce visage creusé, ses yeux vides. Mais c'est lui. C'est Marc. Les médecins travaillent pendant des heures. Réhydratation, antibiotiques, examen complet. Marc dérive entre conscience et sommeil. Les jours suivants sont un brouillard. Perfusion, analyse, questions, trop de questions. Mais progressivement, il parle, reconstruit ce qui s'est passé. Le 8 mai, 17h, Marc a pris le mauvais sentier, s'est perdu.
a essayé de retrouver son chemin, marché pendant des heures. Nuit tombée, il a continué avec sa lampe frontale, fatigué, désorienté. Et puis, le sol s'est dérobé sous lui, un trou, dissimulé par la végétation. Il est tombé. 5 mètres de chute verticale, impact brutal. Son sac est resté en surface, arraché dans la chute. Il s'est retrouvé au fond, poignet explosé de douleur, tête qui tourne, lampe frontale perdue, noir total. Il a crié, personne. Il a essayé de grimper, impossible. Les parois sont lisses, mouillées. Chaque tentative le ramenait au fond. Son téléphone était dans sa poche. Il l'a sorti. Pas de réseau, évidemment. Trop profond, trop isolé. Il a essayé d'appeler quand même. Rien. La batterie baissait. Il l'a éteint, pour économiser, au cas où. Les premières heures ont été les pires. La panique, l'incompréhension, la douleur. Il avait froid, trempé par la chute dans une flaque. Il a crié encore, jusqu'à ne plus avoir de voix, jusqu'à comprendre que personne ne viendrait. Pas comme ça, pas tout de suite. Il a exploré la cavité, à tâtons. Petit espace, une paroi suinte de l'eau, goutte à goutte. Il a léché la roche. C'était sa seule source d'hydratation. Il avait dans sa poche une demi-barre énergétique. Il l'a rationnée, un minuscule morceau par jour. Elle a duré 4 jours. Ensuite, rien, juste l'eau de la paroi. Et le noir, le silence absolu. Le temps s'est dissous. Il ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Combien d'heures passaient. Il dormait, se réveillait, recommençait. Son esprit dérivait. Hallucination. Conversation avec des gens qui n'étaient pas là. Avec Sandrine, avec sa fille. Il les entendait, répondait. Il pensait à mourir. Souvent, c'était facile. Juste s'endormir, ne pas se réveiller. Mais quelque chose le retenait, un fil ténu. L'idée que Sandrine ne saurait jamais, qu'elle resterait dans l'incertitude. Il ne voulait pas lui faire ça. Alors il tenait, jour après jour, semaine après semaine, sans savoir combien de temps passait. Son corps maigrissait, muscles consumés, énergie épuisée. Mais l'eau de la paroi suffisait à le maintenir en vie. À peine. Il économisait chaque mouvement, restait immobile, respirait lentement, entrait dans une sorte d'hibernation consciente, survie primitive. Il a entendu l'éboulis, un jour, un grondement sourd, des pierres qui tombaient, qui bloquaient partiellement l'ouverture au-dessus, moins de lumière déjà faible, moins d'air. Il a pensé que c'était la fin, que la cavité allait être scellée, que personne ne le trouverait jamais. Mais il a continué, parce qu'il ne savait pas faire autrement. Et puis, ce jour, des voix, lointaines. Il a cru halluciner encore. Mais non, un aboiement, des bruits de pierres déplacées, de la lumière, aveuglante, des silhouettes. Il a essayé de parler, à peine un souffle. Vous êtes réel ? Marc reste hospitalisé 3 semaines. Rééducation physique, soutien psychologique. Son corps récupère lentement, mais son esprit porte les cicatrices. Il parle peu. Regarde dans le vide. Les psychiatres diagnostiquent un stress post-traumatique sévère, syndrome d'enfermement. Il lui faudra des années pour reconstruire. L'enquête technique est lancée. Comment un randonneur expérimenté a-t-il pu disparaître aussi complètement ? Les spéléologues retournent sur place, explorent, découvrent que le gouffre où Marc est tombé n'était pas répertorié. Une faille naturelle récente, probablement créée par l'érosion progressive du karst. L'ouverture était masquée par la végétation dense. Même les recherches héliportées ne l'avaient pas détecté. L'éboulis partiel, survenu 1 semaine après la chute de Marc, avait encore réduit la visibilité. C'était un concours de circonstances. Tragique. Improbable. Marc avait dévié de quelques dizaines de mètres du sentier. Juste assez pour tomber dans cette faille, dans cette zone rarement visitée, hors du périmètre de recherche initiale. Le téléphone. Marc l'avait lancé vers le haut lors d'une tentative désespérée, le 4e jour, espérant qu'il attrape un signal. Il avait atterri dans le puits voisin, par pur hasard. C'est ce téléphone qui l'a sauvé, 60 jours plus tard. Les médias s'emparent de l'histoire. Miracle dans les Vosges, survie impossible, 65 jours sous terre. Marc refuse toutes les interviews. Il veut juste retrouver sa vie. Mais cette vie a changé, irréversiblement. Il ne peut plus entrer dans un ascenseur, ni dans une pièce sans fenêtre, ni rester dans le noir. Il dort avec une veilleuse, comme un enfant. Les espaces clos déclenchent des crises de panique, sueur, hyperventilation, retour instantané au fond du gouffre. Sandrine reste à ses côtés, mais elle a aussi changé. Ces 65 jours d'incertitude l'ont marquée. Elle sursaute à chaque sonnerie de téléphone, vérifie compulsivement où est Marc, appelle 10 fois par jour quand il sort, ne dort plus profondément,
un sommeil léger, vigilant, prêt à réagir. Leur fille, Louise, 12 ans, développe une peur de la nature. Elle refuse de partir en randonnée, refuse même les pique-niques en forêt. Et si tu disparais encore, elle le dit comme ça, directement, sans filtre enfantin. Marc n'a pas de réponse. Keller, l'adjudant du PGHM, prend sa retraite 6 mois plus tard. Il pense encore à cette affaire, à ces 65 jours, à cette recherche qui semblait sans fin, à ce moment où ils ont retrouvé Marc, vivant, contre toute attente. Il se demande combien d'autres sont là, quelque part, tombés dans de failles invisibles, attendant, espérant, mourant lentement. La faille a été cartographiée, sécurisée, un panneau d'avertissement installé, zone dangereuse, gouffre naturel. Les randonneurs passent, lisent, certains savent, d'autres non, mais tous contournent désormais cette zone avec un respect nouveau. Marc retourne sur les lieux, une fois, 2 ans après, accompagné de Sandrine et d'un thérapeute. Il reste à distance, regarde le panneau. La végétation a repris ses droits, la faille est là, invisible pour qui ne sait pas. Il pense aux 65 jours, à l'obscurité, au froid, à la solitude absolue. « Je suis désolé, dit-il à Sandrine. Elle ne comprend pas. Désolé de quoi ? Il hésite. De t'avoir laissé seul, de t'avoir fait vivre ça. Elle le prend dans ses bras, pleure. Tu es vivant, c'est tout ce qui compte. Mais Marc sait, il sait qu'une partie de lui est restée au fond, dans le noir, dans le silence. Cette partie ne remontera jamais complètement. Elle est là, ancrée, comme une ombre permanente. Aujourd'hui, Marc a 45 ans. Il a repris le travail, partiellement. Il ne fait plus de randonnée, ne s'éloigne plus en nature, reste dans des environnements contrôlés, urbains, sûrs. Il participe à des groupes de soutien, parle avec d'autres survivants. Traumatismes différents, même cicatrices psychologiques. Il dit parfois « j'ai survécu », mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment vécu depuis. C'est une phrase lourde, honnête, brutale. Elle résume ses 65 jours et toutes les années qui ont suivi. La survie n'est pas la guérison. La découverte n'est pas la fin. Les Vosges sont toujours là, majestueuses, dangereuses, indifférentes. Le karst continue de se fissurer, de créer de nouvelles cavités, de nouvelles pièges potentiels. Les randonneurs marchent, explorent. La plupart sans incident, mais parfois, le sol se dérobe et quelqu'un tombe, dans le noir, dans le silence, et le compteur recommence. 65 jours, ou moins, ou jamais. La boussole de Marc est dans un tiroir. Il ne l'a jamais réutilisée, ne la regarde même plus. Elle représente ce moment, 17h20, quand l'aiguille tremblait, quand le nord s'était perdu, quand sa vie a basculé dans un gouffre dont il ne remontera jamais totalement. Et cette boussole, immobile maintenant, pointe toujours vers ce jour, ce moment, cette chute qui a duré 65 jours et qui, d'une certaine manière, ne s'est jamais vraiment terminée.